La clé du développement de l'enfant est le mouvement. Et des façons de bouger pour grandir, il en existe des milliers. Dans cet épisode, nous allons nous arrêter sur une de ces possibilités, le yoga, une activité accessible à tous qui soutient, vous vous en doutez, assurément le développement de la motricité, mais aussi l'autorégulation, le traitement sensoriel, les fonctions exécutives, la communication, les habiletés sociales et il semble plus encore, selon mon invitée, Mélanie Cahouette, ergothérapeute et professeure de yoga, spécialisée notamment auprès des enfants et nous la retrouvons dans un instant. Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur, mais pas que. Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant, autrice du livre Bouger pour grandir, le petit cousin du podcast et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour Mélanie. Bonjour Josiane, comment ça va? Ça va très bien. Bienvenue au podcast Bouger pour grandir. Merci. Lorsque j'ai pensé faire un épisode sur le yoga, j'ai tout de suite pensé à toi parce que j'adore le titre de ton programme « Jouer au yoga ». Avec ces quelques mots-là, c'est comme si tu transformais la perspective d'une activité qui peut paraître compliquée en quelque chose de tout simple et aussi accessible que jouer au ballon. Est-ce que c'était ça ton intention? C'est vraiment ça mon intention, en fait, parce que je me rendais compte que pour les gens, faire du yoga, c'était être tranquille, assis sur un tapis ou faire la split, se tenir en équilibre sur la tête, des fois des postures compliquées, être très calme, être en silence, puis ça ne cadrait pas tout le temps avec ce qu'on peut faire avec les enfants en yoga, finalement. Ce qu'on va découvrir avec toi. Alors, le yoga, c'est si intéressant et j'avancerais si puissant pour le développement que Mélanie et moi, on a décidé de préparer 2 épisodes sur le sujet. Un, du premier point de vue qu'on peut bouger comme activité physique en faisant du yoga. Alors, dans cet épisode-là, qui est celui-ci, on va voir qui peut en faire, à partir de quand, comment on s'installe, pourquoi. C'est intéressant. Et on s'adresse à Mélanie, la professeure de yoga. Et dans le deuxième, on va miser sur l'expertise de Mélanie, l'ergothérapeute, qui intègre le yoga en ergothérapie pour stimuler le développement des compétences des enfants et favoriser leur fonctionnement dans les activités quotidiennes qui sont importantes pour eux et qui connaît plein de stratégies pour adapter la pratique du yoga pour tous. Alors, allons-y, Mélanie, c'est parti. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous faire une courte présentation de ton parcours professionnel auprès des enfants et surtout avec une emphase de ce qui t'a mené à te former et à devenir professeur de yoga? Ça fait un petit peu plus de 20 ans que je travaille avec les enfants puis leurs familles. J'ai eu la chance de travailler dans plusieurs types de milieux en ergothérapie différents. Puis ce qui m'a toujours tenu à cœur, en fond, c'était de travailler avec les familles, donc avec les enfants, puis leurs parents, les personnes qui sont significatives pour elles autour des enfants, les éducateurs, les éducatrices, le personnel des écoles, pour vraiment, dans une optique de se prendre un village pour élever des enfants, puis qu'en augmentant les connaissances des personnes autour des enfants, ça allait aider de plus en plus de tout petits à grandir. Puis le yoga, dans le fond, c'était mon bon passe-temps, c'était mon sport, en fait. Depuis l'adolescence, j'aimais ça, j'en pratiquais pour moi. Puis c'est par exploration, à un moment donné, vraiment pour le fun, en essayant des choses avec les enfants, que je me suis aperçue qu'ils pouvaient aimer ça, puis que j'ai eu envie d'aller me former un petit peu plus pour savoir comment faire. Oui. Comment l'adapter après dans un deuxième temps aux enfants qui avaient des besoins particuliers. Bien, tout à fait. On ne peut pas sortir l'ergothérapeute de la Mélanie, finalement. Alors, partons de la base. Dans le fond, qu'est-ce que c'est le yoga? Est-ce que prendre une position, puis ne pas bouger, puis respirer, ça constitue du yoga ou c'est plus que ça? C'est plus que ça. Ça
ça peut presque même être un mode de vie, là, quand on le prend dans le sens très large. Fait que c'est une pratique, c'est une discipline qui a plusieurs centaines, voire des millénaires. Là, ça existe depuis longtemps. Ça a été créé en Inde, c'est ça, à peu près peut-être 2000 ans. Puis, à la base, ça a été créé pour aider les personnes à apaiser leur mental. Fait que c'était ça l'objectif principal du yoga. Puis au tout début, il n'y avait pas de position physique. C'était vraiment plutôt des stratégies de relaxation, méditation. On voulait là, carrément contrôler le petit singe qui va trop vite dans notre tête, là. Fait que déjà, là, il y a longtemps, c'était ça le but du yoga. Puis dans le mot yoga, il y a le mot yog qui veut dire en sanskrit connexion. Fait que l'idée, c'était de connecter à soi, connecter à ses sensations, à son corps, connecter aux autres, à la communauté, puis connecter même plus grand, si on veut aller dans un aspect plus spirituel, tu sais, aux forces plus grandes que soi, ou à l'univers, tout ça. Fait que ça a vraiment différents aspects. Puis moi, principalement, je me concentre sur les aspects plus physiques, puis de connexion à soi, dans les termes de capacité physique, de sensation puis connexion aux autres qui sont autour de nous. Bien, peut-être que tu pourrais nous en parler plus parce que comme ergothérapeute, nous, une des choses qu'on fait quotidiennement dans notre travail, c'est d'analyser ce qu'une activité peut apporter à un enfant. Donc, qu'est-ce qui est stimulé par une activité comme le yoga? C'est sûr que c'est plus évident de voir les bienfaits physiques, là, on sait, puis il y a des recherches qui montrent ça aussi, que la pratique du yoga va aider à développer l'équilibre, la force, la stabilité, la coordination. Tous ces aspects physiques-là sont importants. Il va aussi avoir d'autres bénéfices physiques qui ne sont pas nécessairement reliés aux muscles, mais par rapport plutôt, par exemple, aux hormones, au sommeil. Donc, ça peut aider la digestion, ça peut aider le sommeil, ça peut aider la relaxation. Ensuite, ça a des impacts sur la santé mentale, sur la santé psychologique, à la gestion du stress. Ça réduit les hormones de stress dans le corps, donc en créant une balance, en aidant le cerveau à sécréter des hormones de relaxation. Puis quand on pratique du yoga avec d'autres personnes, comme un enfant qui va jouer au yoga avec ses parents ou avec ses éducateurs, ses éducatrices, ça crée aussi plein d'autres opportunités de développer justement la relation avec ces personnes-là, le langage, la communication, l'imagination, la créativité, les habiletés sociales. Si on en fait un jeu, il y a des tours de rôle qu'on va prendre. On va imaginer des nouvelles positions. On va travailler toute la planification motrice aussi, donc avoir des idées, trouver des façons pour bouger avec notre corps de nouvelles manières. Donc, c'est vraiment ce qui me fait tant aimer la pratique du yoga, c'est que c'est vraiment, ça a un impact très global sur tout le développement. Puis ça se transporte n'importe où. Tu sais, on n'a pas besoin de matériel beaucoup, ou pratiquement pas. On n'a pas besoin de beaucoup d'espace. C'est une pratique qui est individuelle. On peut la faire avec d'autres personnes, avec autant de personnes qu'on veut, mais c'est chacun pour soi dans son corps aussi. Donc, ce qui permet de vraiment adapter puis de pouvoir jouer au yoga, par exemple, je pense dans un CPE où j'allais faire des activités de yoga, ou dans un groupe, il y avait un enfant de 18 mois, puis un enfant de 2 ans, puis un enfant de 3 ans, puis un enfant de 4 ans. Donc, il y avait des capacités très différentes, mais parce que c'est un jeu, justement, qu'on peut faire chacun pour soi dans notre propre corps, mais ça s'adapte aussi à l'infini, tu sais, avec ça, les capacités de chacun. Bien, très bien expliqué. Et je ne sais pas si toi, tu as eu la chance ou nos auditeurs d'écouter l'épisode qu'on a fait sur l'impact de la prématurité sur le développement moteur des enfants avec Pierre-Anne Lacroix. Et à la fin, ce qu'elle disait, c'est que s'il y avait une chose que je pourrais suggérer aux familles qui ne sont pas en suivi avec un ergothérapeute, et même si ils le sont, ça serait de faire du yoga avec les enfants. Wow! Parce que, justement, c'est une activité très complète qui a des bénéfices à plusieurs niveaux. J'aimerais ça te ramener un peu sur l'aspect physique. Tu as présenté globalement ce que ça peut apporter sur le plan moteur. Tu as mentionné la planification motrice, l'équilibre. Je vais te laisser y revenir, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi ces capacités-là et comment le yoga vient y contribuer? Parce que quand tu décrivais, bien sûr, ce sont des habiletés qui sont sollicitées par le yoga, mais quand on est un enfant puis que tout ça est en développement, alors comment ça contribue à développer tout ça pour l'enfant?
Je pense qu'une des choses qui ressort beaucoup dans la pratique avec les tout-petits, c'est que le yoga va amener plus grande conscience de soi. Donc, tu sais, la conscience corporelle, le développement du schéma corporel. Le yoga, c'est pas le seul jeu qu'on peut faire au sol, mais entre autres, comme une activité qui va se passer souvent au sol, ça va permettre de donner beaucoup de stimulation sensorielle au corps des enfants sans qu'on ait besoin de les toucher. Là, juste le fait d'être en contact avec le tapis, le matelas de yoga, de coucher sur le ventre, coucher sur le dos, de prendre différentes positions à partir de là. Quel type de stimulation, par exemple? Donc, quand on est couché, si on s'imagine qu'on est couché sur le sol, sur un tapis, sur le dos, donc il y a la stimulation tactile, juste le contact du sol avec la peau de notre dos, l'arrière des jambes, les pieds dans l'arrière de la tête, etc. Il y a une stimulation qui va être plus proprioceptive aussi. Dans le fond, il y a comme la gravité qui agite sur le corps. C'est un peu comme un automassage, finalement, dans lequel l'enfant est en contrôle de sa stimulation sensorielle par rapport à quand on lui propose une stimulation sensorielle ou qu'on le masse ou qu'on le touche. Ça va vraiment aider au développement de la coordination, de la planification motrice, d'avoir une meilleure conscience du corps dans les mouvements. C'est quoi la différence entre une activité en mouvement puis une activité finalement qui est dans l'immobilité au niveau des bienfaits puis du développement? Je dirais que c'est dans le contraste, en fait, parce qu'en yoga pour enfants, on va bouger beaucoup. Comparativement à un yoga pour adultes, il n'y aura pas tellement de moments immobiles, en fait. Puis, plus les enfants sont jeunes ou dépendamment de leur style, il y a des enfants plus actifs que d'autres, et il va y avoir des pratiques où il n'y aura pratiquement pas de moments immobiles parce que c'est difficile pour un enfant. Ça peut être difficile pour un enfant d'être immobile, dépendamment du contexte aussi. Donc, si on est plusieurs dans un local, si c'est la première fois, si c'est excitant, c'est nouveau, ça va être plus difficile pour un enfant de se poser ou d'être immobile pendant un certain temps. Puis c'est pas un objectif, en fait, en yoga, d'être immobile comme tel. Mais en allant tranquillement chercher ces contrastes-là entre bouger puis s'arrêter, bouger, s'arrêter, bouger, s'arrêter, on travaille en fait un muscle d'autorégulation, finalement, un muscle de capacité à ajuster la force de nos gestes, l'amplitude de nos gestes selon ce qui est en train de se passer. Donc, à certains moments, on peut bouger fort, bouger beaucoup. On va faire des jeux, des fois, qui vont impliquer de la danse puis de la musique. Puis là, à un moment donné, oups, il faut s'arrêter, un peu comme dans un principe de jeu de danse-statue. Là, il faut s'arrêter tout à coup. Donc là, il faut regagner le contrôle de nos gestes. Il faut comme changer de vitesse dans notre cerveau, hein, ça va vite, mais là, oups, il faut s'arrêter. Et c'est ce contraste-là entre bouger avec contrôle, avec des grands mouvements ou des petits mouvements, doux, forts, immobiles ou en mouvement qui va donner tout le raffinement, je pense, au développement de la coordination puis du geste. Et de là, les fonctions exécutives, hein, qu'on a mis en début d'épisode, l'inhibition, s'arrêter, c'est quelque chose qui est utile. Oui, c'est ça. En vieillissant, oui. Mais c'est pas inné, là, donc ça fait vraiment partie du processus de développement des enfants. Puis c'est pour ça que quand on va faire justement un genre de jeu dans statut, vraiment une de mes activités préférées avec les tout-petits, ça va être de mettre de la musique, on bouge, puis quand la musique s'arrête, au lieu de faire statut, on fait une position de yoga. Ouais. Que je monte une carte, ou c'est moi qui monte la position, ou on prend un animal, parce que souvent les animaux, les positions de yoga sont inspirées des animaux aussi. Donc, de cette capacité-là, justement, à pouvoir s'arrêter, c'est ça, gérer l'impulsivité, puis tout ça. Mais c'est pas inné, puis c'est normal que les enfants aient de la difficulté à faire ça. Donc, c'est une belle pratique qui va leur servir après dans plein d'autres activités de la vie de tous les jours. Mais je trouve ça vraiment le fun que tu mentionnes ça, qu'il y a moins d'immobilité et que ça se fait dans le mouvement, justement. C'est ça qui va rendre le yoga tout de même accessible pour un enfant, ce qui pourrait peut-être, nous, comme adultes, nous faire craindre de proposer cette activité-là parce qu'on a un enfant qui bouge trop, donc on veut le faire bouger davantage, on veut qu'il laisse sortir son énergie, mais finalement, une activité comme le yoga qui vient amener du contrôle, mais toujours dans le mouvement, quelque chose qui est naturel pour l'enfant plus il est petit, bien, ça fait beaucoup de sens. C'est ce que j'entends le plus souvent quand je parle de yoga avec les enfants. Ça va être souvent les questions que je vais avoir, ça va avec
comment je fais? Les enfants, ils sont pas tranquilles, ils parlent tout le temps, ils rient, ils se roulent par terre, ils niaisent, ils jouent, ils suivent pas les consignes. Donc, il faut vraiment sortir du moule du cours de yoga au studio au coin de chez vous, là, où vous allez des fois comme adulte, où t'es tranquille. Les adultes, ça suit très bien les consignes, hein, il n'y a pas de souci. Tout le monde reste sur son tapis, tout le monde est en silence. Il n'y a pas de bénéfice là, à être en silence ou à être immobile comme ça. Il faut vraiment que ça soit le fun. On sait, les enfants, ils apprennent en jouant, ils apprennent quand ils ont du plaisir. Les connexions neurologiques se font mieux dans ce temps-là. Et donc, ça va vraiment être par des jeux, par des chansons, par inventer des choses, suivre le rythme des enfants. Là. Donc, tu parles beaucoup de l'application en milieu de garde et il y a des enfants qui sont à la maison aussi. À partir de quel âge on peut commencer à installer ces bases-là de jeux de yoga? Il y a pas d'âge pour commencer. En fait, on peut commencer presque à la naissance de nos enfants. Assurément que ce ne sera pas le même genre de yoga qu'à 7 ans. Mais donc, il y a déjà, c'est des choses qui vous intéressent. Il y a des livres qui existent, il y a des cours de yoga parents, bébés, dès les premiers mois de vie. Puis là, dans ce moment-là, les yogas, ça va être beaucoup axé sur une stimulation sensorielle, par des massages, par des positions, par des bercements. Puis le gros avantage, ça va être aussi que les parents pratiquent avec leur enfant parce que un autre des bénéfices de jouer au yoga avec nos enfants, c'est d'en profiter, nous aussi, là, comme adultes, des bénéfices. Ben oui! Puis un parent en forme, un parent qui dort bien, un parent régulé, un parent qui vient dans son corps, ça aide aussi à faire grandir les enfants. Donc, ça va être vraiment un bénéfice pour les deux en très jeune âge. Puis au fur et à mesure que les enfants grandissent, dans le fond, ce que j'ai trouvé très intéressant d'observer dans le développement des tout-petits, c'est que les positions que les enfants vont prendre naturellement dans leur développement, entre 3 mois puis 1 an, disons, il y en a beaucoup que c'est des postures de yoga qu'on va faire comme adultes, dans mon cours de yoga pour adultes. Donc, coucher sur le dos, l'exemple, le bébé content, coucher sur le dos, donc c'est la position typique du bébé de 3-4 mois qui attrape ses pieds, qui met les pieds à sa bouche, qui roule de côté. Donc ça, c'est une position en yoga aussi qu'on fait. Une position couchée sur le ventre, le bateau, là, vers les 5-6 mois, l'expansion, quand les bras puis les jambes lèvent dans les airs, c'est aussi un très bon exercice qui est dur à faire, en fait, pour les adultes aussi. La position accroupie, le squat, qu'on va voir chez les enfants de 10-12 mois, autour de la question de la marche, marcher à 4 pattes. Ils sont tellement meilleurs que nous pour faire les squats. Donc, dans tous ces âges-là, on peut vraiment se faire une belle séance de yoga en imitant nos enfants, finalement. Puis, donc, moi, ça se peut que je prenne la position du chien tête en bas ou de l'ours ou un 4 pattes, puis que mon bébé ne va pas nécessairement me suivre parce qu'il n'a pas l'âge pour m'imiter, puis il n'aura pas nécessairement envie de faire en même temps que moi. Mais on pourrait physiquement être capable de faire les mêmes genres d'exercices, même si ce n'est pas synchronisé. Donc, on peut vraiment se faire une séance de yoga côte à côte avec nos tout-petits. Puis à partir de 18 mois, là, je vais avoir les enfants qui vont commencer à nous suivre un petit peu plus. Et puis, bien, c'est sûr qu'à 18 mois, ça va durer 3 positions, 5 minutes, là. Puis notre séance est faite. Il y en a que ça va durer un peu plus longtemps, mais on ne peut pas avoir une exigence de temps. Ce ne sera pas un cours d'1 heure non plus nécessairement. Donc, il y a des moments où si on va à un cours de yoga pour enfants, ça se peut que ça dure 1 heure, mais les enfants vont être impliqués pendant 5 quelques minutes. Après ça, on les laisse aller. Ils jouent, ils vont chercher leurs jouets, ils mettent des trucs dans leur bouche, ils reviennent, ils en font un autre. Donc, c'est vraiment comme ça que ça va se passer. Puis, au fur et à mesure que les années passent, ils deviennent capables d'être plus longtemps impliqués dans un jeu de yoga. Là. Est-ce qu'au niveau de l'environnement, c'est ce qui est accessible ou est-ce que c'est préférable, si on peut, d'avoir des tapis antidérapants, nu-pieds, j'imagine aussi, c'est idéal? Oui. L'idée, c'est de ne pas se faire mal. Donc, dépendamment de la surface sur laquelle vous êtes. Si on est dans le salon chez nous puis qu'il y a déjà un tapis, ça se peut que j'ai besoin d'absolument rien puis que je vais garder mes bas puis tout est correct. Si je sens que ça glisse, c'est le fun d'être nu-pieds. C'est le fun d'être nu-pieds pour avoir un meilleur contact avec le sol puis bien sentir nos pieds aussi. Ça va aider dans les positions de clim, par exemple. Ce qui va aider le plus, je trouve, au niveau de l'environnement, ça va être de réduire les distractions un petit peu. Pendamment de où on se trouve. Fait que, si vous avez envie, par exemple, de faire du yoga dans votre salon, puis que déjà, dans le fond,
Il y a la télé qui est là, qui est ouverte, il y a les jouets de la journée qui traînent un peu partout autour. Ça va être plus difficile pour les enfants de rester, de s'intéresser au yoga, puis de rester attentif. Ça peut être de faire juste un petit ménage, de fermer la télé, ranger les écrans, fermer aussi votre téléphone. Donc, essayer de réduire un petit peu les distractions, juste pour ce 5, 10, 15 minutes-là de jeu. C'est un bon rappel. Est-ce qu'au niveau de la fréquence, j'imagine que si on le fait une fois dans le mois, c'est quand même une belle activité, mais si on veut aller tirer plein profit du potentiel de cette activité-là, est-ce qu'il y aurait comme une fréquence minimum qui serait intéressante d'atteindre? Il n'y a pas vraiment de fréquence minimum. Comme tu disais, dans le fond, ce serait 3 fois dans l'année, ce serait mieux que rien. Mais ce que je vois, c'est que les enfants, pour développer une routine, puis passer l'effet de la nouveauté, puis qu'ils s'installent dans le fond une certaine routine, qu'ils anticipent le moment du yoga, qu'ils ont envie de le faire, qu'ils construisent leur capacité, par exemple, à faire plus de positions, à rester plus longtemps ou à rester plus tranquille. Une fois par semaine, je pense que c'est un peu un minimum pour créer une espèce de routine, une habituation. Puis ça peut aller, après ça pourrait faire partie de la routine quotidienne aussi, de se dire, je pense qu'il vaut mieux en faire aussi moins longtemps, mais plus souvent quand c'est possible. Fait que, si on se dit, on a une routine de 5 minutes avant de se coucher, ou au retour de l'école, ou avant de souper, on se prend 5-10 minutes, puis c'est là presque tous les jours de la semaine, ou peut-être pas tout le temps, mais non, 2, 3, 4 fois par semaine. Là, on va vraiment tomber dans beaucoup de bénéfices, là, tu sais. Mais j'imagine que c'est ça. Si c'est pas trop espacé, les pratiques, c'est que l'enfant se souvient un peu de ce qu'on fait dans cette activité-là, puis tout peut-être l'excitation, la difficulté à se réguler pour embarquer dans l'activité parce que c'est inconnu ou que je me souviens plus de ce qui va se passer, on l'aurait moins. C'est ça. Ouais, Ouais. c'est vraiment ça. Parce qu'au départ, ça va être un peu bizarre, puis le papa, maman se retrouve dans une position que j'ai jamais vue, là, les enfants vont nous grimper sur le dos, puis ça se passe pas toujours comme on veut. Fait que c'est aussi pour donner le temps aux adultes de trouver leur rythme avec les enfants, là, de trouver les jeux qui vont être le fun. J'ai juste d'imaginer un chien aussi qui vient s'en mêler, qui veut participer, c'est ça. Oui, on embarque. Tout le monde s'en mêle. Ouais. J'imagine que si moi, j'ai déjà fait du yoga, tout ce que tu viens d'expliquer me paraît très accessible et que je peux adapter quand même par moi-même au rythme de mon petit avant 12 mois et après et quand il est plus vieux. Mais si moi, ça fait pas partie de mon quotidien, le yoga comme adulte, je trouve ça vraiment intéressant ce que tu viens d'expliquer ou même comme éducatrice. Comment je peux aller chercher peut-être un peu de connaissances pour avoir des idées? Tu parlais de, OK, c'est correct d'avoir de la musique, c'est correct de faire ça en mouvement. Donc, c'était très intuitif ce que tu décrivais, je pense, pour quelqu'un qui connaît ça, mais quelqu'un qui ne connaît pas ça et qui aimerait intégrer ça et découvrir en même temps que son enfant, qu'est-ce que tu suggères comme ressources ou point de départ? Je pense que les jeux de yoga, les cartes de yoga ou un livre de yoga peut vraiment être une bonne entrée en matière. Si vous avez la chance de faire un cours de yoga par enfant, c'est génial. Mais sinon, d'aller chercher, il y en a beaucoup, là, quand même, des livres ou des jeux de cartes avec des positions qu'on va piger une carte. Souvent, sur ces jeux-là, il va y avoir l'explication comment prendre la position. Ça se peut qu'il y ait une petite histoire aussi qui va raconter par exemple, je sais pas, là, je fais le guerrier, je suis courageux, des choses comme ça. Donc, ça nous donne aussi quoi dire, en fait, comment l'expliquer aux enfants, comment prendre la position. Il y a un livre, moi, que j'aime beaucoup, beaucoup, qu'on pourrait peut-être laisser dans les ressources, qui s'appelle Simplissime, le livre de yoga le plus facile du monde. Aux éditions Hachette. Puis ce livre-là est très bien illustré, puis il montre vraiment étape par étape comment prendre les positions. La plupart des positions qui sont proposées sont accessibles à la majorité des enfants, je dirais. Donc d'abord, c'est ça, d'avoir un point de repère. Ça va aider les adultes à guider la séance de yoga. Puis non seulement ça, c'est que je trouve, c'est que d'avoir les images aussi, ça va aider énormément les enfants. Donc, ils vont regarder le livre, ils vont regarder les cartes. D'avoir ce support visuel-là pour imiter les postures, ça va les aider beaucoup. Puis c'est un livre qu'on laisse traîner dans la maison. On va attraper nos enfants à un moment donné en train de regarder les images, d'imiter, de faire leur séance par eux-mêmes. Donc ça
c'est des belles ressources, là, dans le fond, pour commencer. Et est-ce qu'on laisse aller les enfants, par exemple, s'ils choisissent une posture qui serait peut-être un peu avancée pour eux et ils la font pas bien, est-ce qu'on leur dit: «Ah non, 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 essaye celle-ci» ou est-ce qu'on essaie de les corriger puis de leur enseigner ou est-ce qu'on les laisse aller? Ouais, très bonne question. Mais dans le fond, ma limite, c'est est-ce qu'il va se blesser, en gros. Donc, il faudrait que ce soit vraiment quelque chose de très de dangereux. Finalement, là, ça m'est pratiquement jamais arrivé, là, qu'un enfant. Parce que ce que je veux, là, en fait, à quoi ça serve le yoga pour l'enfant, c'est de l'exploration. Je veux qu'il va dans son corps. Comment est-ce que je peux faire? Puis ça, c'est ma phrase préférée que je répète tous les jours avec les jeunes. Comment est-ce que tu peux faire cette position-là avec ton corps aujourd'hui? Comment est-ce que tu peux faire le chien avec ton corps aujourd'hui? Puis là, les enfants vont se trouver une façon de faire le chien. Ça se peut que ça soit la position du chien comme on voit dans le livre, mais ça se peut que ce soit un chien à 4 pattes qui se promène. Ça se peut que ce soit un chien qui prend la queue. Ça se peut que ce soit un chien qui est couché sur le côté qui dort. Ouais. Qui est couché sur le dos, les pattes en l'air, puis qui joue. Toutes ces positions-là sont bonnes, dans le fond, là. Ce qu'on veut, c'est que l'enfant explore des différents mouvements, différentes postures, qu'il réfléchisse aussi à comment est-ce que je peux faire avec mon corps pour me rapprocher de ça. Fait que même si la position finale ne ressemble pas à ce qui est dans le livre ou sur la carte ou ce qu'on a en tête, c'est vraiment pas très important. Mais ce que tu viens de décrire, ça a un lien avec ce qu'on appelle, nous, comme ergothérapeute, pas juste nous, là, mais on va mentionner ça souvent en ergothérapie. Au niveau de la planification motrice, la première étape de la planification motrice, c'est l'idéation motrice, d'être capable de percevoir les possibilités du corps dans l'espace. Donc, j'adore ce que tu viens d'expliquer, d'imaginer comment je peux faire un chien moi-même, comment mon corps peut s'installer. Oui, c'est d'amener, puis ça, là, vous allez voir souvent dans les livres, dans les cartes de yoga, il va y avoir un aspect imaginaire qui va venir avec les positions. Donc, par exemple, je sais pas, l'aigle. Donc là, on va s'imaginer, puis c'est des choses qu'on peut dire aux enfants. On imagine qu'on est un oiseau, qu'on est un aigle, qu'on est sur le dessus d'une montagne ou qu'on vole dans le ciel. Fait qu'on peut déjà amener les enfants à se faire une idée dans leur tête. Donc, cette idéation-là, de commencer à visualiser un oiseau, un aigle. Qu'est-ce que ça fait un aigle avec ses ailes? Donc, on va ouvrir les bras comme l'aigle. Comment est-ce que tu peux faire un aigle avec ton corps aujourd'hui? Donc, c'est tout ce processus-là, cognitif-là, dans le fond, de visualiser, imaginer, avoir l'idée, puis ensuite trouver comment est-ce que je vais faire mon cerveau, comment va faire mon cerveau pour prendre l'idée puis de l'amener maintenant dans mon corps sous forme de sensation, sous forme de geste. Fait que c'est comme de l'imagination motrice qui va pouvoir devenir finalement sa future imagination, créativité pour le scolaire et pour ses loisirs artistiques plus tard aussi. Est-ce qu'il y a d'autres capacités qui peuvent être stimulées? Pour les habiletés sociales, pour se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, pour imaginer comment l'autre peut se sentir à côté de nous, pour les émotions, tout. Tout part du corps. J'adore ça. Puis le yoga, comme tu as dit, c'est vraiment global et le potentiel de celui-ci est énorme. Et j'ai vraiment hâte au prochain épisode pour qu'on puisse justement discuter de comment on peut aller recruter le yoga pour aller adresser différents défis dans la vie quotidienne de l'enfant, puis aussi adapter la pratique du yoga lorsque il y a certains défis, que ce soit physique ou cognitif pour l'enfant. Avant de terminer, est-ce qu'il y a quelque chose de plus qui serait pertinent de mentionner que j'ai oublié de soulever? Je dirais qu'un de mes mots-clés préférés, c'est curiosité puis exploration. Ensemble. Curiosité, exploration, être ensemble. Donc, d'utiliser le yoga pour jouer, pour explorer, pour amener l'enfant à découvrir ses mouvements, son corps. Alors, quand on fait ça, on est à la bonne place. Tout à fait. Bien, merci Mélanie Cahouette, ergothérapeute, professeure de yoga, d'être venue partager tout ça avec nous et on se retrouve très bientôt pour poursuivre le sujet au podcast Bouger pour grandir. Bye bye! Merci, au revoir! Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au josianecaronsanta.com/guide.
Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant, de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode et sur ce, je vous dis à très bientôt pour continuer à parler d'ergo.